Certaines disparitions suivent un schéma classique et sont vite résolues. Dans ces cas-là, la personne disparaît et, grâce aux preuves recueillies, elle est retrouvée en quelques jours et rendue à sa famille. Mais certaines affaires sont bien plus complexes, car elles comportent des rebondissements inattendus. Et très souvent, elles restent non résolues pendant des années, voire des décennies après les faits. Numéro 10. En 1974, Gabriel Caparino, âgé de 40 ans, vivait à Yorktown Heights, dans l'État de New York, où il travaillait comme cadre d'entreprise. Sa disparition cette année-là reste non résolue, et les enquêteurs sont restés frustrés par son affaire pendant des décennies. Gabriel travaillait chez General Foods en tant que cadre pour la division café de l'entreprise. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu à la Nouvelle-Orléans en 1974. Mais il ne reviendra jamais à New York et n'a plus jamais été revu depuis. Le voyage aurait dû durer environ une semaine, et pendant son séjour à l'hôtel Intercontinental, Gabriel a contacté sa femme et ses enfants adolescents par téléphone pour rester en contact. Le 7 mars, ils se sont parlé pour la dernière fois. Et il a dit qu'il allait sortir le soir. Il a dit à sa femme qu'il irait en voiture au quartier français écouter du jazz et qu'il préparait ses valises le soir pour rentrer le lendemain matin. On ignore s'il est allé au club de jazz, mais il ne s'est pas présenté à son vol le lendemain. Lors de la fouille de sa chambre d'hôtel, la police a retrouvé toutes ses affaires, y compris bagages et cadeaux pour sa famille. Son billet d'avion était aussi dans la chambre. Mais aucune trace de Gabriel, ni d'indice sur ce qui lui était arrivé. Les 4 premiers jours de l'enquête furent infructueux, car personne n'a signalé avoir vu Gabriel la nuit précédant sa disparition. Mais, comme c'est souvent le cas, une piste allait bientôt se présenter, juste au moment où il semblait que l'affaire allait s'enliser. 3 jeunes hippies d'une vingtaine d'années sont entrés dans un magasin Sears à la Nouvelle-Orléans et ont choisi des vêtements ainsi qu'un appareil photo à acheter. Mais lorsqu'ils ont essayé de payer par carte de crédit, la caissière a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas, car ils essayaient de payer avec la carte de Gabriel. Lorsqu'on lui a demandé une pièce d'identité, l'un des hommes a présenté à la caissière la carte d'assurance Allstate de Gabriel et la caissière a accepté la vente. La voiture de location de l'homme disparu a été retrouvée garée devant une école, à l'angle des rues Espagne et Rempart, clé sur la serrure. Elle avait clairement été soigneusement nettoyée par la personne qui l'avait laissée. C'est à ce moment-là que l'enquête est devenue extrêmement compliquée. Des rumeurs disaient que Gabriel était espion et avait reçu une avance de 19 000 $ sur son salaire avant de partir pour la Nouvelle-Orléans. On a aussi cru qu'il avait des liaisons avec plusieurs femmes, mais on a découvert plus tard qu'un employé de General Foods, ancien du FBI, avait tout inventé, sans jamais expliquer pourquoi. Des sources ne précisent pas si les 3 personnes ayant utilisé la carte de Gabriel ont été retrouvées. Mais elles ne semblent pas responsables de sa disparition. Sa famille pense à un acte criminel, mais sans nouvelles informations, la vérité sur l'affaire Gabriel demeure un mystère. Toute personne ayant des informations supplémentaires sur cette affaire peut contacter la police de la Nouvelle-Orléans au 504 821 2222. Le numéro de dossier de Gabriel est MP 1711. Numéro 9. Lorsque Eric Campbell, âgé de 47 ans, a disparu de son campement en Californie en septembre 2024, les enquêteurs pensaient qu'il s'était simplement perdu et qu'il finirait par être retrouvé. Mais tout a changé lorsqu'ils ont appris qu'il avait croisé un ours quelques jours avant. Eric est originaire d'Eureka, en Californie, et les sources n'indiquent pas s'il était marié ou en couple. Mais on sait qu'il avait 2 chiens et un chat auxquels il tenait beaucoup. Eric souffrait d'une maladie qui provoquait des crises s'il ne prenait pas ses médicaments prescrits. Et quand cela arrivait, il devenait généralement confus et désorienté, ce qui a amené certaines personnes à penser que sa disparition était le résultat d'un problème médical. En septembre de cette année-là, Eric est arrivé dans la région de Patrick Creek, près du terrain de camping Shelly Creek, et il a trouvé un endroit approprié pour installer son camp, juste à côté de la route 199, dans le comté de Del Norte. Ayant déjà campé souvent dans cette région, il connaissait très bien les sentiers et les environs. Il avait pris ses 2 chiens et son chat, appelant chaque jour sa famille pour raconter son expérience dans la nature. Mais le 16 septembre, il n'a pas pris contact avec eux et il n'entendrait plus jamais parler d'Eric. Sa famille a dit à la police qu'il lui avait parlé pour la dernière fois
peu avant 20 h ce jour-là, et sans nouvelles, ils sont partis le chercher. Ils sont allés à Patrick Creek et ont trouvé son campement. Rien ne semblait anormal et ils n'ont trouvé aucun signe de lutte ou d'acte criminel. Ses clés de voiture, matériel de camping, permis, argent, cigarettes et téléphone portable étaient tous là. Son véhicule, un pick-up Toyota, a été retrouvé avec le capot ouvert, ce qui suggère qu'il a peut-être eu des problèmes de moteur. Lors des recherches dans la zone, des empreintes de bottes ont été trouvées dans un ruisseau proche. Mais on ignore si elles étaient celles d'Eric ou d'un autre randonneur. Lorsqu'il n'a pas pu être retrouvé, sa famille a déposé un signalement pour disparition, ajoutant qu'il ne savait pas s'il avait ses médicaments avec lui. Ces animaux ont été retrouvés sains et saufs, puis rendus à sa famille, qui a révélé qu'Eric avait mentionné avoir repoussé un ours peu avant sa disparition. L'ours et ses 2 oursons se sont approchés, mais Eric les a fait fuir en lançant des pierres. À ce jour, on ignore toujours si les ours sont revenus et s'ils sont responsables de la disparition d'Eric. Eric a les yeux bleus, les cheveux bruns et mesure 1,70 m. Il pèse environ 68 kg et a été vu pour la dernière fois portant une tenue en maille vert foncé et des chaussures de marche. Toute personne pouvant fournir des informations sur cette affaire est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Del Norte au 707 464 4191. Numéro 8. Parmi les affaires de personnes disparues les plus choquantes, il y a celles qui révèlent des incohérences dans les déclarations de leurs proches, comme ce fut le cas pour Edward Sprinkle Dobbs Jr., qui n'a pas été vu depuis le 9 juin 1981. À l'époque, Dobbs travaillait chez Hayes Williams Incorporated, une société de relations publiques située sur Madison Avenue à New York, en tant que vice-président. Le jour en question, il a quitté son bureau vers 17h05 et a été vu sortant du bâtiment, apparemment par d'autres employés de l'entreprise. Le lendemain après-midi, il devait assister à un déjeuner d'affaires et, contrairement à son habitude, il ne s'est pas présenté. Son patron s'est vite inquiété, Edward étant réputé ponctuel et professionnel. Il a donc été déclaré disparu. En 3 ans dans l'entreprise, il n'avait jamais été en retard, ni manqué un seul de ses délais de rédaction. Par conséquent, sa disparition soudaine a suscité beaucoup d'inquiétudes et la police a immédiatement lancé une enquête. L'enquête qui s'ensuivit a mené la police sur une piste à laquelle elle ne se serait jamais attendue. Edward s'était révélé extrêmement méticuleux et organisé, si bien que le fait que ses 2 chiens aient été retrouvés sans surveillance dans son appartement était d'autant plus préoccupant. On a aussi découvert qu'il avait prêté sa voiture à Michael, son compagnon, mais le patron d'Edward affirmera plus tard qu'il comptait rompre avant de disparaître. Certains pensent que Michael a été impliqué dans l'affaire d'Edward, sans preuve toutefois. Michael a déclaré qu'il avait déposé Edward à la gare de Bethel le 9 juin et qu'il lui avait parlé au téléphone à 16 h ce jour-là. Il était censé revenir vers 19h30, mais il n'était pas à la gare lorsque Michael est allé le chercher. Plusieurs personnes ont vu Edward dans le train, mais ne se souvenaient ni de l'endroit où il est descendu, ni de l'heure. Sa voiture a été retrouvée abandonnée 2 fois après sa disparition, et Michael avouera plus tard avoir falsifié la signature d'Eric pour encaisser des chèques. Il a aussi reconnu avoir menti à la police sur son enlèvement et agression après la disparition d'Edward, expliquant qu'il l'a fait car il en avait assez des questions policières. Après cet entretien, Michael a quitté l'État et s'est rendu à New York. Le 6 juillet, un membre du public a trouvé le sac en cuir de Michael contenant un carnet de compte à Grand Central Terminal, et il a été découvert que plusieurs objets de valeur avaient disparu du domicile d'Edward. On pense que Michael a vendu ces objets, notamment de la porcelaine fine et quelques meubles, mais il n'a jamais été prouvé qu'il en était responsable. À ce jour, on ignore si Edward a disparu dans le Connecticut ou à New York. Mais sa carte de crédit a servi à réserver un vol de New York à Los Angeles en juillet. Toute personne qui sait ce qui est arrivé à Edward ou qui peut apporter des informations supplémentaires sur cette affaire doit contacter le service de police de Newtown au 203 426 5841. Numéro 7. L'affaire de la disparition de Judith Treckel, âgée de 22 ans, a laissé sa famille et les enquêteurs frustrés pendant des années, puisqu'elle a disparu dans une zone très fréquentée alors que de nombreuses personnes étaient présentes. Et pourtant, personne n'a la moindre idée de ce qui lui est arrivé. Judith, seule fille de la fratrie, était décrite par sa famille comme préférant rester à la maison plutôt que sortir avec ses amis. Elle s'intéressait peu aux loisirs de son frère
et se promenait souvent près de chez elle à Silver Creek, New York, car elle n'avait pas de voiture. C'est exactement ce qu'elle faisait le jour de sa disparition, le 8 mars 1976. Son frère Danny dira à la police qu'il conduisait sur Central Avenue quand il a vu Judith rentrer chez elle et s'est arrêté pour lui proposer de la ramener. Elle a poliment refusé, préférant finir sa promenade, et Danny est parti. Elle venait de passer à la bibliothèque Anderson Lee. C'était à 2 pâtés de maison de chez elle sur Jekyll Avenue, mais elle n'y est jamais arrivée. Sa famille, inquiète de ne pas la retrouver plus tard dans la soirée, l'a signalée disparue à la police de Silver Creek, aujourd'hui disparue. Plusieurs ont affirmé l'avoir vue avant que Danny propose de la raccompagner, mais elle semblait s'être volatilisée. Lorsque l'enquête n'a pas avancé, sa famille a engagé un détective privé qui a cherché d'autres indices, mais il n'a rien trouvé. Au fil des années, le dossier original de Judith a été détruit lorsque le service de police a cessé d'exister. Et le nom du détective privé n'était connu que d'un seul membre de la famille, qui est aujourd'hui décédé. Son dossier a été transmis au bureau du shérif du comté de Chautauqua, et un rapport le concernant a ensuite été retrouvé dans un dossier d'une affaire de homicide non lié. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils souhaitent vivement parler à un chauffeur de camion-benz qui se trouvait dans la région au moment de la disparition de Judith. Ils souhaitent aussi interroger toute personne ayant travaillé au service de police de Silver Creek et le détective privé chargé du dossier, mais ils n'ont pas encore réussi à les retrouver. Au fil des années, la famille de Judith est désormais décédée. Mais ses proches restants sont désespérés de découvrir ce qui lui est arrivé et demandent à toute personne disposant de nouvelles informations de contacter la police. Vue pour la dernière fois, elle portait une chemise kaki, un jean, un pull bleu, un manteau en daim bleu marine et des bottes marron. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus, mesurait 1,80 m à l'époque et pesait environ 60 kg. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez la moindre idée de l'endroit où pourrait se trouver Judith, veuillez contacter le bureau du shérif du comté de Chautauqua au 716-753-4232. Son numéro de dossier est MP9-3325. Numéro 6. 2 personnes ont été arrêtées dans l'affaire de la disparition de Philip Madlock, 34 ans, que l'on soupçonne d'avoir été victime d'un acte criminel et de ne plus être en vie. Il a disparu de sa ville natale de Lincoln, dans le Nebraska, en juin 2017 et n'a pas été retrouvé depuis. Le 28 juin de cette année-là, Philip a soudainement coupé tout contact avec ses proches, ce qu'ils ont jugé très inhabituel. Il avait tenu des propos inquiétants les semaines précédentes et, n'étant pas rentré comme prévu, sa famille s'est inquiétée pour lui. Son frère a déposé un signalement de disparition le 10 juillet, puisqu'il n'avait plus donné de nouvelles depuis presque 2 semaines à ce moment-là. Et personne de son entourage ne parvenait à le retrouver. La police a été informée qu'avant de disparaître, Philippe avait déclaré qu'il craignait pour sa vie. Sa famille a ajouté qu'après son retour de la République dominicaine, son comportement avait changé. Il leur a raconté qu'il avait rencontré une femme lors du voyage et lui avait envoyé de l'argent pour qu'elle achète une maison. Mais ce qui les inquiétait le plus, c'est que Philippe avait emprunté 2000 $ à des membres de gangs en Californie et qu'il n'avait plus les fonds nécessaires pour leur rembourser sa dette. À son retour, il pensait qu'il viendrait le chercher, alors il a décidé de trouver un endroit où se cacher. Il a demandé à son ex de l'héberger quelque temps, car il craignait pour sa vie. Il a aussi dit recevoir des messages étranges de numéros inconnus sur son téléphone. Les messages incluaient des photos de son ancienne maison, ce qui lui a causé beaucoup d'anxiété. À l'époque, il avait été menacé par la famille d'une autre femme qui affirmait que Philippe était le père de son enfant, ce qu'il a catégoriquement nié. L'enquête qui s'en est suivie a amené la police à croire que 2 hommes, Dominique G. Aguirre et Paul A. Clark, étaient responsables de la disparition de Philippe. Et ils ont été retrouvés et placés en garde à vue. On pense qu'ils ont retrouvé Philippe et l'ont agressé à cause de sa dette impayée. On pense qu'il a été transporté en différents lieux, puis, après sa mort, le corps de Philippe aurait été emmené dans une ferme où l'on a tenté de dissimuler le crime. Les 2 suspects ont été inculpés. Le premier pour agression au premier degré et tentative d'enlèvement, le second pour agression et infraction liée aux armes. Aguirre a plaidé coupable et Clark a plaidé nolo compendere. Les accusations d'homicide contre les 2 hommes ont été abandonnées faute de preuves qu'ils aient causé la mort de Philippe.
Mais ils ont tout de même écopé de 60 à 80 ans de prison. Ils ont aussi révélé l'emplacement de la ferme, qui a été fouillée sans succès. Philippe est introuvable, et sa famille cherche désespérément à obtenir des réponses. Ils ont demandé à toute personne ayant des informations supplémentaires sur l'affaire de Philippe de contacter le service de police de Lincoln au 402-441-7718. Numéro 5. Chelsea Coe, âgée de 25 ans, est l'une des plusieurs femmes qui ont disparu dans la région du sud de l'Ohio en 2017. Les autorités ont indiqué que nombre de ces affaires résultaient d'une hausse du trafic de substances illégales dans la région à cette période. Certaines affaires ont mal fini avec la découverte de personnes disparues décédées. D'autres ont été négligées en pensant qu'elles avaient simplement déménagé ou choisi de ne pas revenir. Peu avant la disparition de Chelsea, son père est décédé après avoir consommé une substance illégale. Sa famille a déclaré plus tard que cela avait naturellement eu un effet profond sur elle et qu'elle avait commencé à avoir des difficultés émotionnelles. Malheureusement, elle s'est elle aussi tournée vers des substances illégales et sa vie a commencé à sombrer malgré le soutien des membres restants de sa famille. Elle a rejoint un groupe dangereux et, selon certaines sources, faisait parfois le trottoir pour financer sa dépendance. Elle contactait moins souvent ses proches, ce qui les inquiétait beaucoup. Quelques mois avant sa disparition, Chelsea a signalé à la police que sa voiture avait été volée. Mais il ne semble pas que cet incident ait un lien avec sa disparition. Après cela, elle a déménagé à Miamisburg et sa famille a informé la police qu'elle vivait avec un homme plus âgé qu'ils n'avaient jamais rencontré. Ils auraient vécu dans une maison sur Lower Miamisburg Road et il est devenu encore plus difficile de la joindre. En septembre de cette année-là, la mère de Chelsea a signalé sa disparition, précisant qu'elle n'avait plus de contact avec elle depuis des mois. Personne n'avait vu Chelsea depuis juin ou juillet cette année-là. Une opération de recherche a donc été lancée. La mère de Chelsea savait qu'elle attendait avec impatience les résultats de l'autopsie de son père, raison pour laquelle elle restait en contact avec sa famille avant de disparaître. En septembre, les résultats sont arrivés et sa mère a tenté de la joindre, sans réponse. Comme Chelsea était la 6e femme à disparaître dans cette région en l'espace de 18 mois, la police a pris son cas au sérieux et a décidé de parler à l'homme avec qui elle vivait. Son nom n'a pas été rendu public, mais il est devenu peu coopératif avec les enquêteurs, probablement à cause de son implication dans des substances illégales. Il a aussi été annoncé qu'une personne d'intérêt a été identifiée, mais son nom reste secret alors que l'enquête sur l'affaire de Chelsea continue. La propriété où elle vivait a été fouillée pendant 3 jours et selon un porte-parole de la police, certains éléments de preuve ont été trouvés, mais la nature de ces preuves reste inconnue. Différentes théories ont émergé dans cette affaire, dont celle selon laquelle Chelsea aurait été victime d'un tueur en série actif dans la région à l'époque. Beaucoup estiment que l'homme avec qui elle vivait en sait plus qu'il ne le dit et pourrait être la personne d'intérêt citée plus tôt. L'enquête sur cette affaire est toujours en cours, mais aucune nouvelle piste n'a été signalée. Et le sort de Chelsea reste inconnu. Elle est décrite comme ayant les cheveux blonds vénitiens, les yeux bleus, mesurant 1,68 m et pesant 64 kg. Elle est aussi reconnaissable grâce à un tatouage Love sur la hanche et une série d'étoiles sur le bas du dos. Toute personne pouvant aider à localiser Chelsea doit contacter la police de Miamisburg au 937 86633 03. Son numéro de dossier est MP 40215. Numéro 4. Sherry Smith, mère de Brian Garrett, un homme de 26 ans disparu, a longtemps gardé espoir que son fils était vivant et en bonne santé. Mais en février 2025, elle a commencé à soupçonner qu'il avait été victime d'un acte criminel et qu'en réalité, elle avait parlé à quelqu'un d'autre pendant tout ce temps. En juin 2018, Brian vivait à Longview, au Texas, lorsqu'il a soudainement disparu. Les sources divergent sur la date. Certaines disent qu'il a été vu pour la dernière fois en décembre 2017, d'autres disent qu'il n'a plus été vu depuis juin 2018. Étrangement, lui et sa famille vivaient tous à Longview, mais ils ne voyaient jamais Brian et ne communiquaient avec lui que par email. Il leur donnait de ses nouvelles de temps en temps et disait qu'il avait décidé de rester discret pendant un certain temps, bien que les messages n'expliquaient jamais pourquoi il pensait que cela était nécessaire. Parfois, Sherry lui demandait de l'appeler ou d'envoyer un message vocal pour qu'elle puisse entendre sa voix.
Mais ces demandes se heurtaient toujours à une excuse ou une autre. Avec le temps, Sherry a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Et après 2 ans à s'envoyer des emails, elle était convaincue que quelqu'un d'autre lui écrivait et que Brian avait soit de gros ennuis, soit avait été victime d'un acte criminel. Les messages comportaient un argot que Brian n'utilisait jamais. Ses phrases semblaient étranges et ses réponses devenaient plus génériques au fil des 2 années de communication. Il évitait les questions personnelles et esquivait les discussions sur les souvenirs évoqués par Sherry. Finalement, grâce aux métadonnées, la police a pu déterminer que quelqu'un d'autre s'était fait passer pour Brian, afin de retarder l'enquête sur sa disparition. On pense maintenant que Brian a perdu la vie à la suite d'un acte criminel en juin 2018, et que 4 personnes, Derek Pope, David Thompson, Joey Rogers et Caitlin Jens Garrett, sont responsables de sa disparition. Après leur arrestation, le groupe a déclaré aux enquêteurs qu'après avoir mis fin à la vie de Brian, il l'avait enterré à un certain endroit. Mais les fouilles de cet endroit n'ont rien donné. En 2025, des restes ont été découverts dans un véhicule incendié, lequel appartenait à l'un des accusés. Une pelle, 2 armes blanches et des signes de décomposition ont aussi été retrouvés sur place. En février de cette année-là, une vaste opération de recherche a eu lieu dans une zone boisée le long de la route départementale 1591, sans nouvelles découvertes. Il n'a pas encore été déterminé à qui appartenaient les restes retrouvés dans la voiture, car les analyses ADN ont été retardées. La famille de Brian attend toujours de tourner la page dans cette affaire, et toute personne disposant d'informations supplémentaires doit contacter le service de police de Kannapolis au 704 920 4000. Le numéro de dossier de Brian est MP 88387. Numéro 3. En juillet 2016, Cynthia Martinez venait d'avoir 26 ans. Et quelques jours plus tard, ses parents ont décidé de l'emmener dîner pour fêter ça au Denny's, dans leur ville natale de Kaiser, dans l'Oregon. Pendant le déjeuner, elle leur a dit qu'elle prévoyait d'assister à une quinceañera ce soir-là. Et ils l'ont vue pour la dernière fois lorsqu'elle est partie pour l'événement vers 17h00 ce soir-là, le 15 juillet. Sa mère, Angelica, lui a écrit vers 22h30 pour demander de ses nouvelles. Et Cynthia a répondu qu'elle était encore à la fête. Elle a dit qu'elle attendait que le gâteau soit coupé, et Angelica lui a conseillé de profiter de la soirée, mais avec prudence. La famille devait faire une randonnée le lendemain, c'est-à-dire dimanche, pour célébrer l'anniversaire de Cynthia. Angelica lui a dit qu'elle lui enverrait un message à 13h, après avoir assisté à un service religieux. Et quand elle l'a fait, elle n'a reçu aucune réponse. Au début, elle a pensé que Cynthia dormait après sa longue mue de fête. N'ayant pas eu de nouvelles d'elle à 17h30, Angelica a contacté ses autres enfants pour vérifier, mais aucun n'avait eu de contact. Cela a causé beaucoup d'anxiété à la famille, alors ils ont contacté la police, mais comme Cynthia avait 26 ans, ils étaient réticents à traiter l'affaire comme une disparition, pensant qu'elle avait simplement décidé de ne pas donner de nouvelles pour ses propres raisons. Le signalement de disparition a finalement été déposé le 17 juillet. Et une chronologie des événements de cette nuit-là a commencé à émerger. Les amis de Cynthia ont dit qu'après son dernier message à Angelica, ils sont tous allés au bar Tequila Nights. Angelica et son mari, César, se sont rendus au bar et ont visionné les images de vidéosurveillance de cette nuit-là, qui montraient Cynthia arrivant vers 23h, avec l'une de ses amies et 2 hommes qu'ils ne reconnaissaient pas. Le groupe n'est resté que brièvement au bar, puis l'ami de Cynthia et les 2 hommes sont partis ensemble. Cynthia est partie seule. 15 minutes plus tard, puis elle est revenue et repartie peu après avec un autre homme. C'était la dernière fois qu'on l'a vue. On suppose que l'homme lui a proposé de la raccompagner chez elle, mais ce qui s'est passé ensuite reste inconnu. Lorsqu'aucune information supplémentaire n'a pu être trouvée, il a été annoncé qu'une récompense de 10 000 $ serait offerte pour toute information permettant de retrouver Cynthia. Jaime Alvarez Oliveira a été désigné personne d'intérêt dans l'affaire, mais la police n'a pas précisé s'il était l'homme avec qui on l'a vu partir cette nuit-là. Les enquêteurs n'ont pas pu le retrouver et demandent à toute personne sachant où il se trouve de se signaler. Toute personne pouvant aider la police à retrouver soit Cynthia, soit Alvarez Oliveira doit contacter la ligne d'information de la police au 503 856 3529. Numéro 2. Au début,
On a supposé que l'affaire de disparition concernant Brianna Vibert, âgée de 24 ans, suivrait le schéma habituel. Mais quand des détails préoccupants sur la journée de sa disparition ont été révélés, les enquêteurs ont commencé à s'inquiéter pour sa sécurité et son bien-être. Brianna a été adoptée par ses parents alors qu'elle avait 3 ans, et à l'âge de 16 ans, elle a été adoptée par Bobby Joe Stone, avec qui elle a déménagé à Birch Run, dans le Michigan. Elle a emménagé avec son petit ami à Flint Township, ayant déjà été mariée et mère d'une fille et 3 fils. La dernière fois qu'elle a été en contact avec quelqu'un, c'était le 14 juillet 2017, lorsque Brianna a parlé à Lisa Hulse au téléphone. Elles ont parlé du prochain voyage de Brianna à New York, où elle devait assister à la fête de révélation du sexe du bébé de sa sœur. Mais cette nuit, quelque chose a mal tourné. Brianna et son petit ami se sont disputés violemment et elle a quitté la maison brusquement. Elle s'est ensuite rendue à une station-service Marathon, apparaissant sur les images de vidéosurveillance. C'est là que des témoins l'ont vue monter dans une voiture, une Pontiac Aztek rouge, avec un homme que sa famille ne connaissait pas. Elle a ensuite été vue avec le même homme dans un club pour adultes, où le personnel a signalé à la police qu'elle était, selon eux, en mauvais état. D'autres images de vidéosurveillance ont de nouveau capté Brianna plus tard ce matin-là, vers 2h45, dans une station-service mobile sur South Saginaw Street à Flint. Sur les images, elle semble être dans un état anxieux et les enquêteurs ont remarqué qu'elle avait une blessure au bras droit. Elle était chancelante sur ses jambes et devait s'accrocher aux étagères du magasin pour rester debout. Elle a quitté la station-service et marché vers le nord sur Saginaw Street, tandis que l'homme dans la Pontiac n'a pas suivi et est rentré en voiture. Les circonstances entourant cette apparition demeurent mystérieuses, car Brianna n'est jamais rentrée chez elle et n'a plus donné signe de vie depuis cette nuit-là. Son petit ami a dit qu'il s'était disputé parce que la maison n'avait pas d'eau courante, empêchant les enfants de Brianna de la visiter. Elle s'est blessée au bras lors de cette dispute. L'homme dans la Pontiac a été retrouvé et il a déclaré qu'elle lui avait demandé de l'emmener dans un restaurant, mais qu'ils avaient décidé de s'arrêter au club mentionné précédemment, où elle avait travaillé à une certaine époque. Son portable a été retrouvé dans la voiture 6 jours après sa disparition, et son sac dans un fossé près de chez elle. L'homme a été totalement innocenté, et l'affaire de Brianna n'a connu que très peu de progrès au fil des années qui ont suivi, car aucune nouvelle information n'a émergé et aucun nouveau témoin ne s'est manifesté. Elle a les cheveux bruns, teints en rouge à l'époque, et les yeux bruns. Elle mesure 1,75 m et pèse environ 60 kg. Elle a été vue pour la dernière fois portant un haut crème, un legging noir et des tongs. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Brianna ou sur ce qui lui est arrivé est priée de contacter le service de police du canton de Flint au 8 1 06 003 250. Son numéro de dossier est MP3 9280. Numéro 1. Cecilia Cabrera, âgée de 31 ans, a disparu de Lemoore, en Californie, depuis le 9 juin 2016. Bien que son mari ait été condamné pour avoir mis fin à sa vie, l'affaire reste partiellement non résolue, car elle n'a jamais été retrouvée. Son affaire a commencé de manière très déconcertante lorsque la police routière de Californie a reçu un appel signalant un véhicule en feu dans un verger près de Goshen. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la Chevrolet Malibu gris foncé de Cecilia, mais aucune trace d'elle n'a été trouvée dans ou près du véhicule. Des vidéosurveillances ont montré Cecilia quittant le casino Tachi Palace à Lemoore peu avant 1h du matin ce matin-là. Faute de pouvoir la joindre, une enquête pour disparition a été ouverte et la police a recherché des explications à sa disparition et à la présence de sa voiture sur place. Ce qui a suivi fut une série d'événements complexes. Il a été révélé que Cecilia avait divorcé de son mari depuis plusieurs années et qu'elle s'était mariée avec un autre homme nommé Francisco Valdivia. Étrangement, ils ne vivaient pas ensemble, car il était en couple avec une autre femme. Cecilia était au courant de cet arrangement. Mais il semble qu'elle en ait eu assez, et elle a dit à une amie qu'elle pensait mettre fin au mariage. Mais elle a aussi déclaré qu'elle en avait parlé à Valdivia et qu'il refusait de la laisser partir. La même amie a déclaré que Cecilia et Valdivia étaient allés ensemble au casino ce soir-là, ce qui était très inhabituel puisqu'ils ne sortaient jamais ensemble le soir. Plus inquiétant encore, elle recevait depuis quelques semaines des appels menaçants avant sa disparition, sans préciser leur origine. Au cours de l'enquête, on a découvert que Valdivia était impliqué dans le trafic de substances illégales, et il a été arrêté.
Il a affirmé n'avoir aucun lien avec sa disparition, mais on découvrira plus tard qu'il mentait. 6 mois après la disparition de Cecilia, Valdivia et sa deuxième épouse, Rosalina Lopez, ont été placés en garde à vue et accusés d'avoir mis fin à sa vie. Il s'est avéré qu'il avait utilisé Cecilia pour rester dans le pays, expliquant ainsi son refus du divorce. Bien qu'ils aient refusé de divulguer les détails concernant les preuves recueillies, la police a déclaré que Cecilia avait probablement perdu la vie à cause de sa relation avec Valdivia. Valdivia a été condamné à la perpétuité pour homicide et incendie criminel. Cecilia n'a jamais été retrouvée, et toute personne ayant des informations sur sa localisation doit contacter le bureau du shérif du comté de Tulare au 559 802 9400. Le numéro de dossier de Cecilia est MP5, MP 5157. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi, c'est Top 5 Unknowns. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.